Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon premier set championship sur le retour d'Ursula. J'y ai participé à un de ces tournois là samedi et j'ai eu la chance de terminer premier et de remporter du coup cette magnifique Ursula enchantée promo. Et pour couronner le tout, je n'y ai pas été avec un deck top méta, mais avec un deck maison, un deck bleu-gris héros que vous n'avez probablement jamais vu ailleurs. Et pour vous le présenter, quoi de mieux que de profiter de ce magnifique tapis champion et de vous montrer directement les vraies cartes, puisque l'ère du numérique sur Lorcana est malheureusement terminée. Donc on va continuer dans la même idée en vous présentant le deck du coup en version papier. Alors pour commencer, on va commencer par les T1. J'ai commencé avec 4 petites Tiana. Pourquoi est-ce que je joue des Tiana? Et bien tout simplement parce qu'elle a le mot-clé héros et princesse et que c'est une 1-3, c'est-à-dire qu'elle ne se prend pas perdue dans l'hiver. Elle est globalement assez pénible à aller chercher pour l'adversaire. Ensuite, en autre T1, le deuxième et le dernier T1 que je joue, évidemment vous vous en doutez, le petit Robin, puisque lui aussi bénéficie du mot-clé héros, comme vous pouvez le voir ici. C'est une 2-2, ça prend malheureusement perdu dans l'hiver et tutti quanti, mais ça a le mérite de s'altérer T3 avec le gros Robin qui est à mon sens une des meilleures créatures du jeu, si ce n'est la meilleure tout simplement. Ensuite on s'attaque directement à ce qui est pour moi une des meilleures cartes de mon deck qui est passée complètement inaperçue étant donné qu'elle nécessite quand même de jouer dans un archétype héros. Je veux bien évidemment parler de Anna bravant la tempête. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une 1-4 pour 2 ancrables dont le texte dit: tant que vous avez au moins un autre personnage héros en jeu, ce personnage va l'aurer pour 1 de plus. C'est tout simplement parfait. J'arrive pas à faire le focus, c'est bon. C'est tout simplement parfait dans un plan de jeu héros, évidemment en 4 exemplaires. Pourquoi se priver quand on a de si bonnes cartes dans un archétype? Ensuite, autre T2 que j'ai mis dans le deck, c'est évidemment la Simba grise. Je veux bien évidemment parler de Kida, héros et princesse 2-3 qui a rempart et qui s'ancre éventuellement. Très très forte dans des match-ups où l'adversaire va potentiellement vous proposer des Maui par exemple, ou des personnages avec charge. Vous allez pouvoir protéger tout simplement votre board tout en continuant d'agresser aisément votre adversaire. Ensuite, on arrive encore à une carte assez insolite, une carte un petit peu tech, puisqu'elle était principalement là pour aller chercher les Diablos en vert gris. C'est bien évidemment l'objet l'Arc Impérial, un objet pour 2 ancrables dont le texte dit vous l'engagez pour 1, vous choisissez un personnage héros qui gagne offensif +2 et insaisissable. Donc en fait c'est tout simplement parfait dans ce deck là, et au final ça ne m'a pas servi uniquement pour les Diablos, loin de là. Ça m'a permis aussi pour pouvoir aller prendre des trades, puisque les petits T1 deviennent, comme les Tiana par exemple, deviennent des 3-3 pour 1, donc vous pouvez aisément les envoyer à l'assaut d'une mime renard ou de n'importe quelle autre créature qui pourrait vous embêter. Ensuite, on continue avec un autre T3 que l'on n'a pas l'habitude de voir, mais que j'espérais jouer depuis le 7-3. C'est évidemment la Wendy Darling, un personnage qui lui aussi est héros, une 3-1 pour 3, Killer 2, qui a hors d'atteinte et soutien. Alors à ne pas non plus sous-estimer le mot-clé soutien. On sait que pour l'instant c'est quand même une des mécaniques les plus nazes de Lorcana, sauf que grâce à Wendy, ça peut permettre encore une fois de booster vos autres personnages et ainsi de tout simplement aller terrasser un personnage adverse qui vous embête et qui pourrait potentiellement vous causer du tort. Donc à ne pas négliger, le hors d'atteinte est tout simplement incroyable en fin de partie. Ça lord 2, ça donne lord 2 à Anna et ça
combotte avec un autre personnage qu'on va voir plus tard. Ensuite, en autre tour 3, je jouais évidemment les Aladdin, les nouveaux Aladdin Floodborn Altered. Bon, nous on s'en fout un petit peu qu'il soit Altered. Par contre, il est bel et bien lui aussi héros. Et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, bon, je pense que vous connaissez, vous pouvez tout simplement détruire un objet. Contre bleu-rouge et bleu-gris, c'est évidemment très très fort. J'en ai mis que 3, je ne sais pas encore si je changerai ce ratio là. Et enfin, dernière créature en tour 3, alors celle-là je l'ai rajoutée le matin même parce que je me suis dit c'est parfois compliqué d'arriver en haute curve avec ce deck, surtout face à des stratégies discard, surtout lorsque l'on n'arrive pas à piocher, parce qu'il n'y a pas quand même 30 000 solutions pour piocher avec ce deck là, enfin un petit peu quand même, mais il n'y a pas autant de facilité à piocher qu'avec du violet par exemple, ou avec du bleu qui joue objet Flavorsham. Ici on est quand même un peu plus embêté, donc je me suis dit on va ramper un petit peu avec une carte qu'on a énormément vue. Je veux bien évidemment parler de, si ça veut bien faire le focus, de Mickey Mouse Detective qui est héros également, une 1-3 qui vous permet, lorsqu'elle est jouée, d'ancrer la première carte de votre bibliothèque. Bon, j'en ai joué que 2. Je me suis dit que ça pourrait faire beaucoup, il fallait quand même faire un petit peu attention au quota de non ancrables. Ensuite on en a terminé avec les personnages à 3 et évidemment vu que je joue du gris on ne va pas se priver, on va jouer évidemment les meilleures chansons grises. Ici Perdu dans l'hiver en 4 exemplaires, vous connaissez évidemment, vous pouvez infliger 2 et piocher une carte, voilà une manière de plus de piocher une carte. Ensuite seulement je pense que je le regrette un petit peu, enfin que c'est peut-être un quota à changer, seulement 2 plus ardents que le feu des volcans. Il s'est avéré que les fois où je les ai joués c'était tout simplement monstrueux. Pourquoi ne pas en jouer peut-être 3 voire 4, à voir ce que je pourrais enlever. En tout cas ils m'ont été fort utiles. Ensuite dernière carte à 3, c'est une action. J'avais extrêmement peur puisque avant de partir sur cette decklist bleu-gris, je m'étais arrêté sur une bleu-jaune beaucoup plus aggro, mais je suis pas un grand fan des decks aggro et surtout les Ursula vertes légendaires m'ont tout simplement terrifié. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi d'embarquer 3 fracasser pour tout simplement fracasser les Ursula d'en face, accessoirement pouvoir fracasser un peu n'importe quel personnage qui pourrait s'avérer pénible pour moi. Voilà. Ensuite on attaque les tours 4 avec la carte qui m'a donné clairement envie de builder un petit peu autour de cet archétype là. C'est évidemment la Anna Cœur sincère en 4 exemplaires. Ça tout simplement pour finir les games, c'est juste monstrueux, puisque si vous ne savez pas ce qu'elle fait, c'est une 2-4 pour 4. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages héros, décidément j'arrive pas à faire le focus, c'est terrible, vos autres héros gagnent +1 pour le reste de ce tour. C'est tout simplement démentiel. Si vous arrivez à la faire partir à l'aventure, vous allez faire 2 de l'or et vous allez globalement booster absolument tout le reste de votre board. C'est juste al dente, c'est exactement ce qu'on veut pour finir les parties le plus vite. Ensuite 2 cartes dont j'avoue que c'est les 2 cartes dont je suis le moins sûr dans ma decklist, mais j'étais quand même content de pouvoir enfin les jouer. C'est la Sissou légendaire bleue du set 2, Dragon d'eau esprit divin, une 2-4 pour 4 non ancrable. C'est là aussi où c'est un petit peu chiant, Killer 2 et dont le texte dit: lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors pourquoi est-ce que je la préfère par exemple à des cartes qui pourraient faire piocher de manière un peu plus flat? Enfin, c'est qu'en fait elle ne nous ralentit pas dans notre course au lore, parce qu'on n'est quand même pas un deck contrôle, on est plutôt un deck mid-range, donc on veut quand même pouvoir partir à l'aventure assez vite, se refaire une main pour ne pas se retrouver embêté évidemment, et du coup elle rentrait évidemment parfaitement dans cet archétype là, elle est héros. Au début j'en avais mis 4, honnêtement c'était beaucoup trop, je pense que 2 c'est pas mal, et j'hésite même à les enlever, mais voilà, je suis pas certain. Je trouve quand même qu'elles peuvent avoir énormément d'impact.
Ensuite, on passe à une autre chanson, du coup en gris qu'on a l'habitude de voir, en 2 exemplaires, quand soudain sur Vanzus, évidemment, pour gérer des lieux ou surtout des personnages comme une fée clochette ou autre, des personnages assez pénibles qui peuvent facilement vous embêter. Seulement 2 parce que ça coûte quand même 4, ça coûte assez cher, ça peut vite coller aux mains, donc 2 c'est parfait, j'ai pas du tout regretté ce choix. Ensuite on attaque avec malheureusement, mais bon, on est obligé de la jouer dans cet archétype là, la seule créature non héros de ce pack, c'est évidemment le Big Ben en 4 exemplaires. Alors il faut savoir que je l'ai rajouté en vitesse juste avant de partir faire le tournoi, puisque à la base j'avais préféré mettre des grosses cendrillons à 7 et les petites cendrillons support à alter, et puis au final je me suis dit non mais attends, en fait je veux être midrange, je veux quand même essayer de setup un board pour gagner en un tour si possible, donc non, il faut absolument que je joue des Big Ben, d'autant plus que un petit peu plus en amont dans la matinée j'avais fait des parties contre bleu-rouge et clairement les petites cendrillons et les grosses cendrillons n'accomplissaient pas grand chose, elles étaient souvent ancrées les grosses cendrillons et quand elles étaient jouées souvent elles se faisaient gérer dans la foulée. Le Big Ben, honnêtement je regrette pas du tout, ça m'a carrément carry plusieurs parties dans le tournoi, donc ne surtout pas enlever si jamais vous voulez essayer de faire cette decklist là à votre sauce. Ensuite évidemment vous en doutez, le Robin des Bois hein, qui lui par contre est bel et bien héros. Une 3-6 pour 5 ancrables, hein, vous connaissez la meilleure créature du jeu pour moi, puisqu'en plus elle vous fait piocher si jamais l'adversaire vous bannit cette créature. Et enfin, l'avant-dernière créature du jeu, évidemment j'ai besoin de pioche, évidemment je joue gris, donc on joue 4 bêtes héros tragiques, forcément, on va pas s'en priver, elle est héros en plus, et au pire, si l'adversaire vous la blesse, ça vous fait toujours une carte qui peut l'aurer 3 si vous avez la Hana sur le board, qui l'aurait 2 accessoirement, et qui peut aussi défier et tout simplement atomiser le board adverse, donc on la garde. Et enfin, pour mon haut de curve, et pour essayer de finir les parties, d'avoir une carte qui l'aurait beaucoup et qui est dure à aller chercher pour l'adversaire, j'ai choisi de mettre 2 Ariel, collectionneuse de trésors, qui est héros et princesse également, 3-4 qui l'or pour 3. Si on a plus d'objets que l'adversaire, au final on a les arcs impériales, alors oui, les arcs impériaux d'ailleurs, oui c'est pas... on va pas l'aurer pour 5 avec contre du bleu-gris ou du rouge-bleu, mais dans les autres match-up par contre, c'est largement possible de l'aurer pour 5, voire 6 si vous avez encore une fois Hana en jeu, et contre du bleu-rouge ou du bleu-gris, même si vous n'avez pas l'avantage aux objets, ça l'or quand même 3, ça peut l'aurer 4 avec la grosse Hana, donc on dit oui, oui et oui. Voilà ma decklist là, 60 cartes, une decklist qui a le mérite de surprendre vos adversaires, avec notamment vraiment en tête de file les Hana et les arcs impériaux. Au final j'ai été assez content de cet objet là, mais surtout les vraies cartes qui donnent envie de jouer ce deck, c'est évidemment les 2 Hana, la petite et la grande. On va passer quand même sur Dreamborn pour que vous puissiez quand même plus apprécier la decklist. La voici en format un peu mieux montré. Et on va débriefer un petit peu le tournoi. Il faut savoir que c'était un tournoi à 16 joueurs, il y en a 2 qui ne sont pas venus, donc on n'était que 14. J'ai eu le plaisir de rencontrer Chicha de la Mulligan TV qui était venu, qui a fait le déplacement jusqu'à la baraka de Clermont-Ferrand pour faire ce tournoi. Je reviens du futur pour remercier, j'ai oublié de le faire, Carte Venture, l'association qui a organisé le tournoi, et tout particulièrement Cyril qui a tout simplement tout géré de A à Z. Merci à lui, et on y était allé en force avec l'équipe, les Alter Ego. On était, si je me trompe pas, 7 sur les 14. Voilà. Donc pour le premier match, malheureusement j'affronte tout simplement Flocati en rouge-bleu. J'ai beaucoup de chance, je pense, puisque je gagne 2-0. Ça a été
honnêtement, la première partie, je pense qu'il a eu une très mauvaise main et la deuxième partie, ça s'est joué à pas grand chose. Bref, je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur ce premier match-up. Deuxième match, j'affronte Chicha qui jouait un gris-bleu. Et là on fait draw, par contre je gagne la première sur le play, il gagne la seconde quand c'est lui qui est sur le play. La première, je pense que ça l'a peut-être un petit peu surpris, le deck que j'ai joué. En tout cas j'ai eu, il me semble, si je me trompe pas, beaucoup de chance puisque j'ai chopé mes 4 Ana et en fait il a pas pu gérer autant de fois que je mettais de Ana sur le board et forcément le tour où elle est passée, la Ana, ça a fait très mal. Par contre la deuxième partie, je pense qu'il avait très vite cerné l'esprit de mon deck. Il m'a carrément pas laissé respirer, il a détruit absolument toutes les cartes avec lesquelles je pouvais jouer. Il est monté à 16 d'encre, enfin ça a été horrible et il a fini avec un double sous-fétiche sur un board qu'il aurait déjà à 10. Bref, ça a été une grosse déculottée. Troisième match, j'affronte un membre de la team, Joël, qui jouait Amber Steel Song, et on fait 1-1 également. Alors je me rappelle plus l'ordre, il me semble qu'il a gagné la première partie avec une sortie tout simplement inarrêtable. J'ai gagné la deuxième partie avec un petit peu plus de chance. En tout cas lui, son deck lui a un petit peu explosé à la gueule. C'est un peu le risque quand on joue jaune-gris, évidemment, tout le monde le sait maintenant. C'est un deck qui est assez dur à piloter et qui peut vite, à la moindre erreur, vous exploser au visage, évidemment. Ensuite, en quatrième match de ronde, donc dernier match de ronde, puisque c'était un format, vu qu'on était 16 joueurs, c'était un format 4 matchs de ronde, et ensuite directement un top 4. J'affronte un autre membre de l'équipe Alter Ego, Kazé, qui lui jouait son traditionnel vert-gris, avec lequel il avait gagné d'ailleurs plusieurs Mulligan Challenge, et pour le coup, j'ai de la chance. Je pense qu'il a fait 2 gros misplays en tout cas, et on en a discuté après, et on est globalement d'accord. Il a fait 2 misplays où il a mal analysé mon board. Il a, du fait de jouer des cartes en fait que l'on ne voit pas souvent, il n'a pas fait attention que l'arc impérial par exemple était un objet, et du coup ça a permis à ma Ariel de l'aurer pour 5, c'était tout simplement énorme. Et la deuxième partie, je sais plus trop ce qui se passe, mais il n'arrive pas à tuer mon Robin, et du coup ça me permet de gagner cette partie 2-0 et d'accéder au top 4. Donc là déjà j'étais super content, je m'étais dit bon, j'ai amené un deck qui n'existe pas et j'arrive à faire top 4, donc d'avoir en gros ce pourquoi j'étais venu, à savoir la Ursula. Légendaire promo. En top 4, en demi-finale, du coup, j'affronte un vert gris encore. Et cette fois, je gagne 2-0. Donc ça, mon deck, globalement, il était fait pour aller chercher les verts gris. J'avais envisager en gros qu'il y ait beaucoup de vert gris. Au final j'en ai rencontré 2, c'est même pas le match-up que j'ai pu rencontrer, c'est à égalité avec Amber Steel Song. Mais là ce match là, la première game, ça se passe très bien pour moi, je lui gère globalement un petit peu tout, je pose du board, j'arrive à gagner assez vite. La deuxième par contre ça se passe beaucoup plus mal pour moi au début, il arrive à me faire discard, j'arrive à lui casser ses diablos, donc il n'arrive pas à piocher, on se retrouve tous les deux au top deck, et là je suis vraiment désolé pour lui, mais en 3 pioches j'ai pioché Big Ben, suivi d'un autre Big Ben, suivi d'une bête héros tragique, et là ça a tout simplement été le tournant de la game en fait. J'ai gagné sur 3 top decks, ça arrive. Je vais pas être désolé pour ça, hein, c'est un jeu de cartes, donc ça me permet en plus de passer la demi et de gagner un tapis, ce qui m'était pas arrivé pour le Stitch Rockstar. J'avais juste fini top 4 et j'avais échoué en demi-finale, donc là j'étais quand même content de pouvoir mettre la main sur un tapis, et en finale je tombe sur un autre Amber Steel Song, et là la game est je gagne 2-1, si je dis pas de bêtises, je prends le toss. Enfin, je gagne le lancer de dés, donc je commence, c'était du BO3 pour les phases finales, du BO2 pour les phases d'avant. Donc là, je gagne le lancer de dés, donc je commence la partie. Pareil, la première partie se passe
globalement plutôt bien. J'arrive à poser mon jeu. Les sœurs rêves bleues de mon adversaire sont tout simplement du pain béni pour moi puisqu'il me redonne plein de mains et ce deck là il ne demande pas grand chose que surtout contre du gris. Une fois qu'on est arrivé à poser un Big Ben ou deux Big Ben, alors là globalement on craint absolument plus rien. C'est ce qui se passe la première partie, je setup je crois deux Big Ben et après du coup je peux poser mon board et partir à l'aventure et gagner assez facilement. La deuxième partie par contre il me détruit tout simplement. T2 il fait ce rêve bleu en ayant altéré la grosse reine jaune. Et alors là par contre impossible de... En gros il me détruit ma main, il me fait jeter un Big Ben. Je me retrouve avec une main qui est vraiment moins bonne et partie de l'enfer, il me met un 20 à 1 il me semble et je me dis oulala ça va être compliqué. Bon après je me ressaisis un petit peu, troisième partie, je me dis je commence, j'ai quand même un gros avantage. Donc là cette fois-ci début de game exactement le même début de game que la partie 2 en fait. Il arrive à refaire un ce rêve bleu sur sa grosse reine, sauf que là par contre je pose Tiana en x3 sur le board accompagné d'un arc impérial et là par contre c'est plus la même chose parce que c'est une héros en fait. J'ai 3-3-3 sur le board et lui il a qu'une seule créature et je peux aller globalement chercher facilement chacune des créatures qu'il va poser et petit à petit je grignote, j'arrive à reprendre un petit peu l'avantage sur le board. C'est assez compliqué, il me gère globalement un peu tout, je trouve pas mes Big Ben, mais par contre pour finir la partie, bon lui il a vraiment pas de chance, je crois qu'il m'a dit il pioche 4 chansons non ancrables à la suite, genre des tuons la bête, deux fois tuons la bête au moins, une fois ce rêve bleu et une fois genre Zeus, et moi par contre je chope mes deux Ariel collectionneuse de trésors que je pose coup sur coup. Alors il m'en tue une avec tuant la bête, mais il tue pas la deuxième et l'orée de 3 dans ce genre de match-up là, ça fait tout simplement gagner la partie. Donc je gagne cette dernière manche grâce à mes Ariel et grâce à une très très mauvaise draw de mon adversaire et voilà, c'est comme ça que je remporte ce premier set championship. Je vais en refaire d'autres, je pense ramener la même decklist. Il n'y a pas de raison que je ne la reteste pas pour voir si c'était juste voilà, de la chance sur ce tournoi là, sur cette méta là, parce qu'il est important de noter que je n'ai pas rencontré de rouge-violet. Il y en avait un ou deux il me semble dans la salle. J'ai la chance de ne pas les avoir rencontrés parce que je pense que pour le coup c'est un match-up qui peut me faire un peu de mal puisque avec les rois incontestés il est capable d'aller me chercher mes Wendy Darling, il est capable d'aller chercher surtout mes Big Ben et mes Ariel. Ces Medusa vont chercher toutes mes bêtes globalement. Medusa il peut tuer tout ce qu'il veut. Donc je pense que c'est un match-up un peu plus compliqué. J'avais joué un petit peu contre un ami qui jouait violet-rouge. Premier joueur je pense que ça passe bien. Deuxième joueur je pense que c'est plus compliqué. Après à voir hein, il y a moyen que ça se fasse bien parce que on sait qu'il va jouer des Big King Undisputed. Du coup c'est vrai que les Big Ben on va essayer de pas les jouer seuls, on va essayer de les accompagner avec des Tiana et ce genre de choses. Enfin, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, mais je pense aussi que c'est un petit peu plus complexe de jouer contre rouge-violet que contre les autres. Mais voilà, moi j'avais prévu qu'il y ait beaucoup de vert gris, j'en ai rencontré 2. J'avais pas prévu de rencontrer autant de jaunes gris, mais au final les Big Ben sont tout simplement parfaits dans ce match-up là. Voilà, je vous propose de se retrouver sur Inktable, si je me trompe pas, pour voir un petit peu ce deck en action et pourquoi pas vous faire un avis un peu plus précis que juste le récit de mon tournoi. On se retrouve tout de suite donc sur Inktable. Et pour illustrer du coup cette partie là, on va faire une partie contre vert gris, ce qui est globalement au vu des stats qu'il a eu à Bochum, je pense que c'est un deck qu'on n'est pas prêt d'arrêter de voir. Donc on va tout de suite partir sur une partie contre vert gris en random pour ne pas savoir qui commence et on va tout simplement piocher. Alors comment est-ce que ça se joue? Globalement il faut essayer de curver. C'est pas très compliqué à jouer. On veut essayer de curver un tour 1, un tour 2, un tour 3, un tour 4 et voire essayer d'arriver jusqu'à un tour 5. Donc là on a un petit peu
la sortie parfaite. Contre vert, gris, on va peut-être préférer les Tiana au Robin, d'autant plus que là on n'a pas le grand Robin, on a la petite Anna Braving the Storm, c'est absolument la carte qu'on veut. On a le Mickey pour ramper, on peut se permettre de jeter la petite Kida. Normalement contre vert gris, on n'en a pas trop besoin, il va pas trop venir nous chercher sur le board, c'est pas avec ses Bucky qui va nous embêter énorme. On a une chanson, c'est pas mal, on va commencer par ancrer une carte. Je pense qu'on peut se débarrasser du Aladdin. Le vert gris ne joue pas d'objet. Et ensuite, on va jouer évidemment notre petite Tiana. On va ensuite passer, on va voir ce que l'adversaire nous propose. Il va ancrer une carte, Robin des Bois d'ailleurs, le grand Robin des Bois, et il va voir notre carte. Alors là, normalement, si vous êtes en tournoi, c'est le moment où l'adversaire va vous regarder avec des gros yeux. Quand il va voir Anna, il va se dire « Ah !» et Wendy, il va se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce deck ?» C'est assez étrange. Là, on va pouvoir ancrer la Tiana, jouer notre petite Anna, et partir à l'aventure avec la petite Tiana. Donc là, directement, la Anna lord déjà pour 2. Et c'est là où les ennuis commencent pour notre adversaire, parce que gérer une Anna 1-4 autour d'eux, c'est tout simplement très très compliqué. Donc là, il va faire un Let It Go sur notre petite Tiana. Mais nous, on va pouvoir répliquer. Ah, mon Dieu, il nous a eu. Donc là, on va essayer tout simplement d'aller plus vite que lui. C'est un peu embêtant. Je pense qu'on va jouer un Mickey Mouse. On va ancrer la Wendy. Elle nous servira probablement plus tard. On va jouer le Mickey Mouse qui nous permet de gagner un de l'or. Et on va partir à l'aventure avec notre Anna et notre Tiana. Et on est déjà à 4 de l'or. Notre adversaire va certainement trade avec sa Ursula. Là, on est déjà T5. C'est dommage d'avoir pioché l'Ariel. C'est pas trop ce qu'on veut. On aurait préféré avoir un Big Ben. Ça aurait été tout simplement parfait. Là, notre adversaire, on n'arrive pas à lui gérer son Diablo. Il chope son Bucky. Bon, l'avantage, c'est qu'il va probablement pas pouvoir nous faire défausser ce tour-ci. Donc, on est un petit peu sauvé là-dessus. On va pouvoir poser notre Anna. Et ça risque d'être un petit peu les ennuis pour lui. Là, c'est à nous de jouer. On pioche une petite Kida. Ah, ça pourrait être intéressant, mais je pense que non. Je pense qu'on va juste l'ancrer. On va jouer la Anna. Et on va partir à l'aventure avec tout. Et là, au tour prochain, s'il n'est pas capable de gérer notre Anna ou le reste de notre board, on va commencer à l'orer très très fort. On devrait perdre la Ariel, mais c'est pas grave, on est arrivé à 5 donc globalement, hormis si on chope la deuxième Ariel, mais on a peu de chance, vu qu'on a quand même 50 cartes et on n'en a plus qu'une. On a peu de chance de rechoper une Anna, et globalement, toutes les autres cartes devraient nous être assez utiles. Donc là, il tape notre Mickey Mouse. Et il joue un petit Diablo. Et il enchaîne avec une grosse Ursula. Et là, nous, ça va être assez violent. L'Ariel va être vraiment assez violente. La Anna va l'aurer pour 2. La petite Anna va l'aurer pour 3. On va l'aurer déjà 5. On va arriver à 12. On pourrait jouer une petite Anna d'ailleurs. Mais on va plutôt l'ancrer. Et on va jouer la grosse Ariel. Donc là, donc on commence toujours par l'orer avec la Anna qui va donner plus 1 à tout le reste. Et là on passe directement à 12 de l'or. Ça fait assez mal globalement que la Ariel va survivre, donc on va pouvoir passer à 15. Lui il n'a pas un board qui est vraiment fait pour venir nous taper et nous déranger vraiment. Donc pour lui c'est plutôt compliqué. Et il joue un Flynn, donc là nous il ne faut pas qu'on traîne trop parce qu'il va commencer à l'orer très très fort et très très vite. Là, il blesse notre Anna. Il tue notre petite Anna, mais il laisse la grosse Anna et je pense que c'est une erreur. Il veut pas perdre son board. Mais là, nous, on va l'aurer 2 et 4, on va l'aurer 6, on va passer à 18. On va posséder une autre carte. Si on trouve une Wendy, bah, c'est tout simplement gagner à coup sûr. Et peu importe en fait les cartes qu'on trouve, il a pas non plus beaucoup de cartes en main. Et on chope une bête. Donc là, on va tout simplement jouer la bête. Partir à l'aventure avec la Anna, ce qui va donner plus 1 de l'or à tout notre board, et on va l'aurer 4
avec l'Ariel, c'est tout simplement énorme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un objet pour qu'il soit vraiment, pour qu'elle soit vraiment utile. Juste l'Oré 4, je trouve que c'est déjà énorme, l'Oré 3 c'est déjà beaucoup. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire plus avec cette Ariel là. Elle est inciblable. Donc je sais pas s'il pourrait avoir bien sûr un Zeus là-dessus, venir défier notre Ariel, mais ça me paraît assez compliqué, il devrait perdre beaucoup de choses. Il pourrait faire un Bruno, cela dit. Mais Bruno, il peut pas la faire sur l'Ariel. Donc l'Ariel, en fait, le hors d'atteinte l'embête vraiment. Et là, il va tout simplement l'aurer. Et nous, on va remporter la partie en étant beaucoup plus aggro que lui. Alors là, il a posé un Robin. C'est pas prévu pour avoir autant de board. Du coup, on le voit même pas. Et il cherche même pas à attaquer parce que de toute façon je pense que c'était perdu, je sais pas trop ce qu'il pouvait faire. Après c'est une IA, hein, faut relativiser ce genre de victoire. Mais voilà, ça vous montre. Ouf, et bah là en plus, pourquoi je pioche 2? Ah oui, avec la bête, mon dieu, je suis idiot. Et là c'est tout simplement énorme, on va pouvoir jouer un Big Ben. Là notre board devient tout simplement ingérable pour l'adversaire. On va partir à l'aventure avec la Ana, on va gagner avec la Ana parce que ça fait extrêmement plaisir. On va retourner sur la page du deck, si j'y arrive, parce que c'est quand même un peu plus joli de terminer avec cette belle Ana. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Voire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez joué en cette championship, si ça vous a souri ou non. Si vous avez l'intention de jouer ce deck parce que ça vous plaît, eh ben, je serais ravi de le savoir. N'hésitez pas à me partager vos decklists. Je suis vraiment preneur de tous vos petits ajustements et de vos petites idées que vous pourriez avoir pour améliorer cette première version du deck. Bref, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!